Quand mon ami divorcé m'a dit que toutes les femmes sont pareilles et qu'il pouvait séduire la mienne en 2 semaines, j'ai ri. Mais pour croire en elle, en nous, j'ai parié. Ce fut, je suppose, la décision la plus marquante de ma vie. J'étais balayeur. J'étais aussi un homme d'affaires influent. Mon ami et moi jouions nos rôles à la perfection. Voici comment j'ai surpris ma femme en train de me tromper, comment j'ai utilisé mon savoir-faire pour détruire l'illusion de mon mariage, et comment j'ai tout emporté, sauf celui que j'étais avant. Tout a commencé à Lyon. Ville des Lumières, chanson de Piaf dans l'air, froid mordant malgré la fin mars. J'étais là pour un tournage. Ça payait les factures et me gardait dans le métier en attendant des rôles plus sérieux. Mon ami Lucas m'accompagnait. On se connaît depuis des années. Même école de théâtre à Paris, même appart miteux à Montmartre. Un soir, après la fin du tournage, on était au bar, sirotant un pastis hors de prix, à râler sur l'état du milieu. Entre le 3e et le 4e verre, la discussion a dérapé. Lucas s'est calé dans son siège, a étiré ses bras, et a lâché, comme si de rien n'était, « Tu sais, Mathieu, toutes les femmes trompent. Tôt ou tard. » J'ai ricané. « Ça te va bien de dire ça. » Il a souri. « J'ai trop vu, mec. » Mon ex ? Avec son prof de yoga. Celle d'avant ? Son collègue. Les gens sont faits pour ça. Juste une question de charme, de timing, et de fragilité. J'ai secoué la tête. Pas Camille. Allez, a-t-il dit. Tu crois qu'elle est différente ? Elle est loyale. Honnête. On se dispute, mais rien d'extraordinaire. Lucas a ri et a fait signe au barman pour un autre verre. Tu penses qu'elle n'a jamais envisagé ? Jamais été tentée ? Pas son genre. C'est humain. Je fixais la bouteille devant moi. Pas par doute, mais parce que ça sonnait absurde. Camille n'était pas parfaite. Bon sang, elle pouvait être cinglante, avait ce don de retourner les choses dans une dispute pour te faire douter de ta mémoire. Mais tromper ? Impensable. Elle a insisté pour un contrat de mariage, tu sais ? Ai-je dit. Avec une clause sur la fidélité. Si l'un de nous dérape, l'autre part avec tout. Qui fait ça si elle veut jouer ? Il a haussé un sourcil. Futé, ta femme. Non, elle croit aux conséquences. Il s'est penché, avec cette lueur arrogante que je lui connaissais sur scène. 5 000 € que je te prouve le contraire. 2 semaines. C'est tout ce qu'il me faut. Je l'ai dévisagé comme s'il parlait une autre langue. T'es cinglé. Je suis sérieux. 2 semaines. Laisse-moi lui parler. La charmer un peu. On verra. Camille et Lucas ne s'étaient jamais croisés. Quand je traînais avec lui, elle n'était pas encore là. C'est ma femme. Il a levé les mains. Je ne franchirai pas la ligne sauf si elle le choisit. Tu crois qu'elle est solide ? Laisse-moi essayer. Tu gagnes 5 000 et plus de confiance en ton mariage. J'étais là, mon verre fondant, l'idée s'infiltrant comme une liane. Est-ce que je considérais vraiment ça ? Tu joues avec le feu, ai-je dit doucement. Ou j'éclaire la vérité, a-t-il répondu. J'ai ri, plus pour évacuer la tension que par amusement. Les règles ? Pas de contact physique. Juste du dialogue. Du flirt. Un test. Si elle est loyale, elle me rembarre. Tu gagnes. Sinon, je perds 5 000. Exactement. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Comme s'il connaissait déjà l'issue. J'ai regardé mon alliance. 6 ans. Une maison bâtie ensemble, pièce par pièce. Un prêt remboursé. Une vie solide, même si pas toujours lisse. Et j'étais là, dans un bar, à parier sur l'intégrité de ma femme comme sur un tiercé. Ce n'était pas qu'une question d'ego ou de curiosité. C'était autre chose, une fissure que j'avais ignorée trop longtemps. D'accord, ai-je dit, tendant la main. 2 semaines. 5 000. Il a souri et l'a serré. Et comme ça, le rideau s'est levé. J'ignorais alors que j'ouvrais la première scène du dernier acte de mon mariage. 4 semaines après le pari à Lyon, j'ai dit à Camille que j'avais un autre boulot à l'étranger, un tournage de 2 semaines à Bordeaux. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone.
Elle m'a juste demandé quand je partais et si je pouvais faire le plein de sa voiture avant. C'était Camille. Toujours une liste. En réalité, pas de tournage. Pas de Bordeaux. J'avais loué un petit appart près du centre commercial Les Halles, assez près pour y aller à pied, assez loin pour éviter les soupçons. Un endroit spartiate, à peine meublé, sentant le vieux ramen et la peinture fraîche. Peu importe. J'étais là pour observer, pas pour me détendre. Camille travaillait dans une boutique de vêtements pour hommes, la Chemise Parisienne. Elle y était depuis 2 ans. Connaissait ses tissus, ses coupes, son discours de vente. Je l'avais vu vendre un blazer à 200 € à un type qui n'en voulait pas, juste parce qu'elle avait souri au bon moment et dit qu'il mettait ses épaules en valeur. Ce charme peut être dangereux entre de mauvaises mains. Le plan était simple, Lucas irait à la boutique et engagerait la conversation. Rien de plus. Pas de pression. Si Camille était fidèle comme je le croyais, elle le repousserait vite. Et je rentrerais chez moi rassuré. Le premier matin, je me suis levé à 5h30. Impossible de dormir. J'ai rasé mes bras et mes mains pour que le maquillage tienne mieux. J'ai appliqué des prothèses joues légèrement affaissées, rides plus marquées, nez modifié juste assez. Une perruque faisant paraître mes cheveux fins, grisonnants. Sourcils taillés, lentilles pour ternir mes yeux. Moins d'1 heure, et j'étais un homme de 72 ans usé par une vie de ménage. L'uniforme de concierge était simple, acheté en ligne avec un badge, Marcel. Le nom sonnait juste. Je suis arrivé au centre commercial avant l'ouverture. Je savais qu'il y avait des placards d'entretien un peu partout. J'en ai trouvé un près du quai de livraison, déjà équipé d'un balai, d'une pelle et de produits. J'ai poussé mon seau comme si c'était ma routine. Personne ne m'a questionné. Drôle comme des lunettes épaisses et une posture discrète te rendent invisible. J'ai commencé près de la zone de restauration, avançant lentement vers sa boutique. Je balayais un peu, faisais une pause comme si j'avais les genoux usés. Tête baissée, mais les yeux partout. La voilà. Camille, derrière la caisse, arrangeant des ceintures. Pantalon noir ajusté, chemise blanche, chignon impeccable. Efficace, professionnel, avec juste assez de douceur pour attirer l'attention. Les clients arrivaient. Elle les accueillait tous pareil, le sourire, regard rapide, ton amical. Puis vers midi, Lucas est entré. Il était différent, au plus soigné, portant une veste de créateur qu'il sortait rarement, cheveux coiffés, rasés de près, chaussures cirées. On aurait dit un mec tout droit sorti d'une pub pour montre. Je me suis rapproché, à portée de voix, faisant mine de frotter une tache sur le carrelage. Bonjour, a-t-il dit, d'une voix douce mais assurée. Camille a levé les yeux, sourit. Bienvenue. Vous cherchez quelque chose en particulier? Un jean, a-t-il dit. Quelque chose qui ne me donne pas l'air d'être resté dans les années 90. Elle a ri légèrement. Voyons ce qu'on a, elle l'a conduit à un portant au fond. Il parlait. Je n'entendais pas tout, mais elle était en mode boulot. Souriante, suggérant, pliant, rangeant. Il a essayé 2 jeans, en a pris un, payé en liquide. En partant, il a dit quelque chose qui l'a fait sourire encore, pas un sourire charmeur, mais un sourire poli de boulot. Elle l'a salué, puis est retournée à ses présentoirs. Je suis resté 1 heure de plus, à balayer et observer. Rien d'autre. De retour à l'appart ce soir-là, j'ai retiré le maquillage, trempé mon visage, et me suis regardé dans le miroir. Ma peau grattait. Mes yeux étaient rouges. Mais au fond, j'étais calme. Jour 1, terminé. Inoffensif. J'espérais que ça le reste. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt, rongé par les nerfs. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, je repensais à la conversation de Camille et Lucas, décortiquant chaque sourire, chaque regard, chaque mot entendu en jouant les invisibles. J'ai décidé de ne pas revenir en concierge. Trop près du sol, trop dépendant de l'anonymat. Il me fallait être plus près, voir son visage, entendre sa voix clairement. J'ai changé d'approche. J'ai mis une barbe brune épaisse pas caricaturale, mais travaillé 3 heures pour se fondre à ma peau. Lunettes à monture fine, bonnet bleu marine, en lait à manches longues sous une chemise à carreaux, et un manteau d'hiver un peu grand. La barbe modifiait ma mâchoire, les lunettes masquaient mes yeux, le bonnet baissait ma ligne de cheveux. Avec un peu d'ombre sur les joues et une voix adoucie, même mon frère ne m'aurait pas reconnu.
Je suis entré dans le centre commercial avec un sac en toile, comme un touriste ou un nouveau dans la ville. Posture droite, un peu perdu. J'ai flâné au 2e étage jusqu'à vérifier ma montre 11h50. Lucas devait arriver à midi. Camille était à la caisse quand je suis entré. Elle m'a à peine regardé. Pas un signe de reconnaissance. J'ai relâché un souffle que je retenais sans m'en rendre compte. Je suis allé vers les pulls, faisant semblant de chercher. Elle aidait un client à choisir des chemises. Je me tournais juste assez pour l'observer dans le miroir derrière l'étalage. Pile à l'heure, Lucas est entré. Aujourd'hui, blazer gris anthracite ajusté, t-shirt blanc, jean noir. Cheveux coiffés en arrière, rasés de près. Dans ses mains, un bouquet de lys blanc enveloppé de papier craft. Il n'a pas hésité. Il s'est dirigé vers elle et a dit « Je n'arrêtais pas de penser à votre aide hier. Je me suis dit que vous méritiez mieux que des échantillons d'eau de Cologne. » Camille s'est figée une seconde. Puis a ri. Ce son m'a frappé comme une gifle. « Oh, waouh » a-t-elle dit, souriante. « C'était pas nécessaire. »« Je sais » a répondu Lucas. « Mais j'en avais envie. » Elle a tendu la main, hésité, puis pris le bouquet. Je l'ai vu le tenir, le porter à son nez, incliner la tête comme pour cacher son expression. Mais j'ai vu le sourire. Celui qu'elle me faisait quand on sortait ensemble. « Vous allez m'attirer des ennuis avec ça » a-t-elle dit, mi-plaisante. « Seulement si les fleurs sont un délit » a-t-il répondu, jetant un œil autour. « Vous avez une pause déjeuner bientôt ?»« Dans 15 minutes. »« Laissez-moi vous emmener au bistrot lyonnais. » Elle a hésité. Regardez le bouquet. Je ne devrais probablement pas. Lucas s'est penché légèrement. C'est juste un déjeuner. Elle a regardé les fleurs, puis lui. D'accord. Juste un déjeuner. Il a souri et hoché la tête. En partant, il est passé à côté de moi. Sans un regard. De retour à l'appart, je l'ai appelé depuis un téléphone prépayé, avec la voix de vieil homme que j'avais répétée à l'école de théâtre. Elle a décroché après 2 sonneries. « Salut, chérie » ai-je dit, doucement. « Le boulot, ça va. »« Chargé » a-t-elle dit, d'un ton léger, comme quand elle parlait en faisant autre chose. « Tu rentres après ?»« Non, je t'ai dit, tu te rappelles ? Je vais voir Elodie. Son gamin a la grippe, elle a besoin d'aide pour des courses. » J'ai marqué une pause, juste assez pour laisser un silence. C'est vrai. Elodie. Elle a marmonné quelque chose sur une soupe, puis a dit qu'elle rappellerait et a raccroché. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas se casser et claquer. Comme un interrupteur. Cette tension dans le ventre quand la vérité dépasse l'espoir. À 18h10, j'étais en face du bistrot lyonnais, en costume modifié de Marcel, avec un ventre rembourré et un crâne dégarni. Je m'appuyais contre un arrêt de bus, observant la porte. Ils sont sortis à 19h47. Camille avait son manteau sur les épaules. Elle riait la tête en arrière, main sur le bras de Lucas. Il a dit quelque chose, elle l'a tapé doucement sur le torse, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Pas de main dans la main. Rien d'audacieux. Mais il l'a raccompagnée jusqu'à la maison. Je les suivais de l'autre côté de la rue. Assez près pour entendre des éclats de rire. Assez pour voir son sourire, comme avant, quand tout allait bien entre nous. À la maison, elle s'est arrêtée au perron. A dit quelque chose. Il a hoché la tête. Ils se sont enlacés, bref mais proches. Elle est entrée seule. Il est reparti vers le métro. Je suis resté dans l'ombre 20 minutes, à regarder la lumière du salon s'allumer. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, me demandant comment j'en étais arrivé à voir ma vie se défaire à travers les yeux d'un étranger. Les jours ont commencé à se brouiller après ce dîner. Camille n'a pas changé en surface, même boulot, même routine, mais quelque chose avait bougé. Je le savais. Je le sentais. Pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Ses actes parlaient pour elle. Le mercredi, elle m'a dit au téléphone qu'elle allait à la salle après le boulot. Je l'ai vue quitter à 18h05, en tenue de travail sous son manteau, sans sac de sport ni chaussures de rechange. Pas de salle. Elle a retrouvé Lucas devant la fontaine du parc de la Tête d'Or, où il lui a tendu un café glacé. Ils se sont assis sur un banc pendant 1 heure, à parler.
Il la faisait rire, un rire franc où elle se penchait vers lui, posant la main sur son bras comme si c'était naturel. Le jeudi, elle aidait Elodie à déménager. Je l'ai suivie dans le métro direction Bellecour, où elle a retrouvé Lucas. Cette fois, c'était une séance de cinéma à pâté et le genre avec des fauteuils confortables et des billets hors de prix. J'étais 3 rangs derrière, en sweat marron, lunettes épaisses, bandage au poignet gauche comme après un accident de travail. Elle ne m'a pas vu. Je l'ai vu poser sa tête sur l'épaule de Lucas pendant les bandes annonces. Elle faisait ça avec moi quand les lumières baissaient. Ils sont partis avant le générique. J'ai pris une photo de sortant, lui tenant la porte comme un gentleman. Elle lui a souri, l'air plus jeune que depuis des mois. Le vendredi, c'était journée spa. Elle m'a même envoyé un texto avec un faux rappel de rendez-vous, crédible malin. Elle avait créé une histoire complète, avec une capture d'écran du lieu. Pendant ce temps, j'étais en face du café des négociants, la voyant siroter un cappuccino avec Lucas à une table d'angle. Il lui a apporté une fleur, une rose jaune qu'elle a glissée derrière son oreille avant de poser pour une photo qu'il a prise. Chaque mensonge était noté dans un carnet en cuir dans mon manteau. Heure, lieu, excuse. Je recoupais avec des photos. Journaux d'appel. Point GPS. Plus je notais, plus je me sentais autre. Pas Mathieu, le mari. Mathieu, l'observateur. Un fantôme avec un objectif. Le samedi, 5e jour, je n'étais même plus choqué. Juste engourdi. J'étais sur un banc place Bellecour, mâchant un croissant rassis, les regardant nourrir les pigeons comme un vieux couple après la guerre. J'avais un appareil photo dans ma poche. Toutes les quelques minutes, je le levais, cliquais, le baissais. Lucas m'a retrouvé ce soir-là derrière le centre commercial où on répétait à la fac. Elle est à fond, a-t-il dit doucement. Pas juste flatté. Elle s'investit. J'ai hoché la tête, muet. Je crois qu'elle craque pour moi, mec. Je joue un rôle, mais elle y croit. Elle parle de moi, ai-je demandé, voix plate. Pas beaucoup, a-t-il dit après une pause. Elle dit que t'es distant ces temps-ci. Qu'elle te laisse de l'espace. Ça faisait plus mal que prévu. Continue, ai-je dit. T'es sûr? J'ai besoin de la vérité. Pas de boue. Pas de supposition. Des preuves. Il m'a regardé fixement. T'es sûr que ça va pas te briser? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fixé les fissures du trottoir, les mégots écrasés dans le béton taché d'huile. Puis j'ai levé les yeux. Donne-moi la vérité, ai-je dit. Ce soir-là, à l'appart, j'ai étalé toutes les photos sur le comptoir de la cuisine. Comme des cartes de tarot. Camille souriant. Camille tenant son bras. Camille sirotant du vin, repoussant ses cheveux. Ses yeux n'étaient pas vides. Ils étaient pleins. Curieux. Engagés. Pas une fois elle n'a regardé par-dessus son épaule. Pas une fois elle n'a semblé se retenir. J'ai fixé ces images de la femme que j'avais épousée. J'essayais de me rappeler la dernière fois qu'elle m'avait regardé comme elle le regardait. Je n'y arrivais pas. C'est là que j'ai su j'avais déjà perdu quelque chose. Elle ou l'idée que j'avais d'elle, je ne savais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, je n'en sortirais pas indemne. Et je n'allais pas partir sans réponse. Après 5 jours à voir Camille s'enfoncer dans le piège de Lucas, j'ai compris que je ne pouvais pas rester en retrait comme un spectre. Il me fallait du concret. Quelque chose d'incontestable, qui ne puisse être balayé d'un revers de main. Une preuve solide, irréfutable. Le genre qu'on brandit au tribunal et dans son cœur pour se rappeler qu'on n'était pas fou. C'est là que j'ai commandé le stylo. Pas n'importe quel stylo. Une caméra HD activée par le mouvement, déguisée en stylo métallique élégant. Assez chic pour passer pour un objet que Lucas pourrait avoir dans sa veste. La lentille, minuscule, était au sommet du clip, quasi indétectable sans y prêter attention. Elle enregistrait sur une clé USB cachée à l'intérieur, sans lumière clignotante, sans bruit. Propre et discret. On l'a testé dans mon appart, moi faisant les 100 pas, lui ajustant l'angle sur la table de chevet. L'image était nette. Claire. Sans parasite. Ça marchait. Une fois l'équipement prêt, j'ai planifié la suite. Les gens. Hugo et Nicolas étaient 2 types en qui j'avais plus confiance qu'en la plupart. On s'était rencontrés lors d'une production itinérante de Cyrano de Bergerac.
Hugo avait un visage taillé pour un polar, et Nicolas une voix qui pouvait glacer une salle. Quand je leur ai expliqué ce dont j'avais besoin, ils n'ont pas hésité. « Tu veux qu'on joue les flics ?» a demandé Hugo. « Pas juste jouer ?» ai-je dit. « Il faut que ça semble réel. » Réel comment? Assez pour lui faire peur. Assez pour qu'elle ne franchisse pas la ligne, pensant qu'on va l'arrêter. Ils ont ri, sans moquerie. On a récupéré les uniformes dans une boutique de costumes à Saint-Paul. Gilet tactique, ceinture, talquis, pantalons utilitaires, tout y était. Ils avaient l'air vrais. Ils ont répété la scène 3 fois dans mon salon, jusqu'à ce que ce soit fluide. Avec l'équipe prête, restait à monter la scène. Lucas a invité Camille à boire un verre dans un hôtel chic près de la place des Terreaux. Il lui a proposé un verre, décontracté. Sans pression. Juste le rôle du gentleman qui voulait une soirée de plus. Elle a accepté. Ce soir-là, j'ai enfilé mon dernier costume. Pas miteux ni triste. Un costume bleu marine taillé sur mesure avec fine rayure, chemise blanche impeccable, cravate rouge, et une montre prêtée par Hugo, digne d'un banquier. Cheveux plaqués. Barbe taillée. J'étais l'élégance propre, confiant. Fini le concierge ou le client perdu. J'étais puissance. Argent. Quelqu'un qu'on ne questionne pas. Je suis arrivé à l'hôtel 1 heure avant, au bar, sirotant un Perrier citron, discutant avec la jeune femme à l'accueil comme si j'étais là pour affaire. Je lui ai dit que j'arrivais de Paris, pour un rendez-vous professionnel le lendemain. Voix calme, rodée. Elle a hoché la tête, proposé de m'appeler un taxi plus tard. J'ai dit que je lui ferais signe. À 20h07, Lucas et Camille sont arrivés. Elle était élégante, comme au bord de quelque chose qu'elle n'admettait pas encore. Je les observais depuis le bar, dos au mur miroir. Elle ne m'a pas vu. Ses yeux étaient rivés sur Lucas. Il a tiré sa chaise, s'est assis en face, a commandé 2 verres. Il parlait. Je n'entendais pas à cause du jazz doux et des verres qui s'entrechoquaient, mais je voyais sa façon de se pencher. De remettre ses cheveux derrière son oreille, de sourire quand il touchait sa main. Le stylo était en place dans la poche de la veste de Lucas, incliné vers le canapé où il comptait s'asseoir plus tard à l'étage. L'enregistrement avait commencé dès qu'il l'avait mis. Tout serait capturé. Horodaté. Stocké. Hugo et Nicolas attendaient dans le couloir à l'étage. J'avais une clé de secours, obtenue à la réception pour un petit supplément et un jeu d'acteur en oligarque. Tout était prêt. Puis j'ai regardé ma montre. C'était l'heure. L'intervention. Lucas et Camille sont montés. Chambre 715, où le dernier acte de notre pièce devait se conclure. Lucas m'avait écrit plus tôt, après leur 2e verre au salon. On monte. Elle ne résiste pas, ça m'a frappé plus fort que prévu. Je savais où ça allait, mais le lire rendait ça réel autrement. Comme voir son nom dans un titre qu'on ne voulait pas. 30 minutes ont passé. Chaque minute s'étirait. Lucas et Camille s'installaient. Il s'est allongé près d'elle, positionné pour que la caméra du stylo capture tout, puis, après 3 minutes, il s'est levé d'un coup, disant qu'il allait aux toilettes. Puis le message, maintenant. C'est tout. Je me suis levé, et ajusté ma cravate dans le miroir face à l'ascenseur, et me suis dirigé vers l'accueil comme si j'allais à ma chambre. Personne ne m'a arrêté. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au couloir de service, où Hugo et Nicolas attendaient en tenue. Nicolas avait son badge sur le gilet. Hugo tenait des menottes en plastique. Leurs accessoires étaient parfaits, faux pistolets crédibles sous la lumière tamisée, brouhaha de radio sur l'épaule de Nicolas. Même moi, j'ai sursauté en les voyant. Ils semblaient prêts à investir un repère de cartel. « T'es sûr qu'elle est dans la chambre ?» a demandé Nicolas. « Elle y est ?» ai-je dit. Message reçu. On a pris l'escalier de service pour éviter les clients. Hugo suivait, calme. La mâchoire de Nicolas était crispée. On ne parlait pas. Je leur ai donné la clé de secours obtenue plus tôt. « Soyez bruyants » ai-je dit. Comme si c'était vrai. Ils ont hoché la tête. Je suis resté un étage plus bas, près des distributeurs, à écouter le signal. Puis c'est arrivé. Un tonnerre de pas dans le couloir. Un choc. La voix de Hugo tonnant, « Police !» Main en l'air. Un cri, celui de Camille. Strident, paniqué.
Pas du chiquet. Le son de quelqu'un réalisant que son monde change. Puis Nicolas, ne bougez pas. À terre. À terre. Je restais là, contre le distributeur, cœur battant, main tremblante. Ça y était. Après le maquillage, les déguisements, les ombres c'était réel. À l'étage, la scène se déroulait comme répétée. Camille venait de rire à une blague de Lucas quand Hugo a enfoncé la porte. Lucas avait bien calculé, sa veste était posée près, le stylo filmant depuis la commode. Camille a bondi du canapé, mains en l'air, yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle crié. Nicolas a parlé en premier. « On a reçu un tuyau sur un trafic de drogue dans cette chambre. » « Quoi ? Non. De quoi vous parlez ? » Hugo n'a pas répondu. Il a saisi Lucas, l'a retourné, criant qu'il résistait. Lucas, fidèle à son rôle, a joué comme un pro. « Je sais pas de quoi vous parlez. » a-t-il crié, pendant que Hugo le fouillait. De la poche de Lucas, Nicolas a sorti un sac plastique rempli de poudre blanche ou de la farine, bien sûr. « Trouvé. » a crié Nicolas, le brandissant comme un trophée. Camille fixait le sac, bouche ouverte. « C'est pas à moi. » a-t-elle hurlé. « Je le connais pas comme ça. On est juste venu pour un verre. » Hugo a menotté Lucas. « T'es fini, mec. Trafic, intention de vente, et impliquer des civils. T'as merdé. » « J'ai rien fait. » sanglotait Camille. « Pitié, arrêtez, je savais pas. » « On va prendre votre déposition, » a aboyé Nicolas. « Restez là. Bougez pas », puis ils ont traîné Lucas dehors. Sans explication. Sans temps de comprendre. Juste deux types en noir emmenant un homme qu'elle pensait connaître, la laissant en talons et dans la confusion. J'ai attendu d'entendre la porte de l'escalier claquer. Hugo et Nicolas sont passés avec Lucas, menottes devant. Dans le parking, ils ont éclaté de rire. « Mec », a halté Hugo, elle était blanche comme un linge. Lucas, essoufflé, m'a regardé. « T'as ce qu'il te faut. » J'ai hoché la tête. « Tout. » Depuis qu'elle est entrée. « Elle est encore là-haut, en pleurs », a ajouté Nicolas. « Elle n'a même pas essayé de partir. »« Bien, ai-je dit. » Quelle marine. J'ai donné à Hugo un paquet de billets, leur part. On n'a pas beaucoup parlé après. Juste des tapes dans le dos. Ils sont partis chacun de leur côté, Lucas avec Nicolas. Je suis revenu devant l'hôtel, et desserré ma cravate, et commandé un taxi. À l'étage, Camille devait encore faire les 100 pas, cœur battant, maquillage coulant, essayant de comprendre. Mais elle ne comprendrait jamais tout. C'était le but. J'étais debout avant l'aube le lendemain. À 8h45 précise, j'étais chez mon avocat, Étienne Dubois, la cinquantaine, cheveux gris, discret, mais avec une précision chirurgicale. C'est lui qui avait rédigé notre contrat de mariage. Drôle comme les choses bouclent. Je me suis assis en face de lui, posant un dossier épais de photos, une clé USB, une chronologie imprimée avec date, lieu, heure. Tout ce que j'avais rassemblé. Je veux divorcer, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Camille ? J'ai hoché la tête. Il n'a pas posé de questions tout de suite. Il a ouvert le dossier, feuilleté les photos Camille au café, au parc, entrant à l'hôtel, près de Lucas. Puis il a branché la clé, parcouru les clips de la caméra stylo. Il s'est arrêté sur une image d'elle sur le canapé, verre de vin à la main, nerveuse mais excitée. Sa main sur le genou de Lucas. « C'est » a-t-il commencé, puis sais-tu. « T'es absolument sûr ?» Plus que sûr. Il a hoché la tête. « Et le contrat est toujours valable ?» Inchangé. Avec la clause d'infidélité. Il n'a pas souri, mais son expression a changé, une lueur de compréhension. Il avait vu ça avant. Pas le spectacle, peut-être, mais la même histoire usée. Moins de costumes. Je lance la procédure, a-t-il dit. Quelques jours. De son bureau, je suis allé directement à la maison. Camille était déjà partie travailler. Je connaissais son emploi du temps à la minute près. Elle serait à la boutique à 10 heures. J'avais 6 heures. J'ai garé au coin et suis entré par le portillon. Je suis resté un instant dans la cuisine, à contempler la vie qu'on avait construite.
Ou du moins, le décor qu'on avait monté. Pas de temps à perdre. J'ai fait mes valises vite. Juste l'essentiel: vêtements, ordinateur, passeport, papier. Puis j'ai fermé la porte d'entrée à clé. En route vers l'appart, je me suis arrêté chez mon opérateur pour changer de numéro. Nouvelle carte SIM, nouveau répondeur. Fini le « Salut, c'est Mathieu », laissez un message. Juste le silence. Ensuite, mon agent. Je lui ai dit que je partais quelques mois, et si quelqu'un demandait Camille incluse, j'étais à l'étranger, sur un tournage en Europe. Elle n'a pas insisté. Juste promis de passer le message et souhaiter bonne chance. Les jours suivants, je suis resté terré dans l'appart. Sorti juste pour des courses et respirer. J'ai revisionné les vidéos, pour être sûr de ne rien imaginer. Non. C'était pire la deuxième fois. Elle ne se contentait pas d'être tentée. Elle s'investissait. Le jeudi, les papiers étaient prêts. Je les ai récupérés chez Étienne, rentrés, glissés dans une enveloppe Kraft avec son nom en majuscule. Elle pensait que j'étais encore en déplacement, inconscient de tout. Le lendemain, j'ai attendu qu'elle parte travailler. Puis je suis retourné à la maison, garé au même endroit, et entré. La cuisine était plus propre, peut-être m'attendait-elle, ou sentait-elle quelque chose. Pas de mots. Juste l'enveloppe sur la table où on prenait le petit déjeuner ensemble, et je suis sorti. Je ne savais pas comment elle réagirait en la trouvant. Pleurs, déni, excuses, rage? Je m'en fichais. Je ne voulais pas de réponse. Juste que ce soit fini. Ce soir-là, je suis sorti pour la première fois depuis le début. Un petit bar près de l'appart. J'ai commandé un croque-monsieur et une bière. Regardé un match qui m'indifférait. Personne ne me connaissait. Personne ne s'en souciait. Ça faisait du bien. Vide, mais du bien. Comme si quelque chose de cassé s'était enfin arrêté. 70 jours ont passé. Pas un mot. Après avoir déposé les papiers, je ne suis pas retourné à la maison. Pas d'appel. Pas de réponse au message. J'ai disparu dans le silence. L'appart est devenu mon bunker. Les premiers jours, elle a appelé mon ancien numéro sans cesse. J'ai vu les aperçus dans mes emails: Mathieu, parle-moi. C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Puis, silence radio. Pendant des semaines. Mais je gardais un œil. Une fois par semaine, je passais devant sa boutique, déguisé comme au début. Rien d'extravagant, juste un sweat, casquette, grosses lunettes, une veste différente à chaque fois. Assez pour me fondre. Assez pour voir sans être vu. Elle semblait éteinte. C'est le mot qui me venait. Yeux creux. Comme si une lumière s'était éteinte sans qu'elle sache la rallumer. Ses cheveux n'étaient plus soignés. Elle ne mettait plus ce rouge à lèvres qu'elle portait pour se faire remarquer. Même sa démarche avait changé. Plus lente. Plus lourde. Pas de satisfaction à la voir ainsi. Pas de triomphe. Juste une douleur sourde. Comme regarder un bâtiment que j'avais conçu se fissurer. Elle a essayé d'appeler mon boulot. La réceptionniste a dit que j'étais à l'étranger, en tournage. Comme demandé. À un moment, elle a abandonné. La date du tribunal est arrivée un jeudi pluvieux. Je m'en souviens bien. Le ciel était du même gris terne que le jour où elle m'a menti au téléphone. J'y étais tôt. Dans le couloir, en costume bleu, lisant le dossier préparé par mon avocat à photos, vidéos horodatées, journaux d'appel, copie du contrat. Tout aligné, net comme des dominos. Camille est arrivée 5 minutes avant l'audience. Elle semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Chemisier froissé. Cheveux tirés sans soin. Pas d'alliance. En me voyant, elle s'est figée dans l'embrasure. Puis elle s'est approchée, comme si ses jambes refusaient de la porter. Mathieu. A-t-elle commencé? S'il te plaît. Parle-moi. Je n'ai rien dit. Elle a tendu la main, essayé de prendre la mienne. J'ai reculé. Mathieu, pourquoi, a-t-elle dit, la voix brisée. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu verras, ai-je dit, et je me suis détourné. Elle n'avait pas d'avocat. Pensait peut-être que je lui pardonnerais, ou que la juge compatirait à ses larmes. Erreur. La juge, une femme d'une 60aine d'années, regard perçant,
sans patience pour les drames, à écouter. Mon avocat a tout exposé. Les photos. La vidéo du stylo. Les images de la caméra de l'hôtel montrant Camille et Lucas entrant ensemble. Camille n'a pas discuté. À peine parlé. Elle essuyait ses yeux avec un mouchoir, me jetant des regards comme pour chercher quelqu'un qui n'était plus là. La juge a feuilleté le contrat. Surligné la clause d'infidélité. L'a lu à voix haute, pour le procès-verbal. Camille a tressailli. Le jugement fut rapide. Camille n'a rien obtenu. Ni la voiture. Ni la maison. Ni l'épargne. Tous mes revenus, comme stipulé dans le contrat qu'elle avait tenu à signer. Son idée, à l'époque. Au cas où, disait-elle. Elle n'imaginait pas que ça servirait. Après, elle m'a suivi dans le couloir. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle dit. J'étais confuse. T'étais jamais là. Toujours parti. Je continuais à marcher. On peut pas parler, a-t-elle supplié. Mathieu, après tout ce qu'on a vécu. Ça compte pas. Je me suis retourné une dernière fois. Ça comptait, ai-je dit. Mais pas toi. Puis je suis sorti. Les jours suivants furent calmes. Elle a encore essayé un email via l'adresse de sa mère. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la maison en vente. Emballé le reste de mes affaires. Déménagé à 2 heures au nord, près des Alpes, dans un village. Acheter une maison à rénover. Rue calme, sans souvenir. Lucas n'a jamais pris les 5000. Il a dit que j'avais déjà assez payé. Il avait raison. J'ai pas juste perdu une femme. J'ai perdu la version d'elle en qui je croyais. Celle que j'ai défendue quand des amis disaient qu'elle flirtait trop. Celle à qui j'ai fait ma demande, tremblant, sur la jetée à Nice. Cette version n'a jamais existé. Je le vois maintenant. Ce que j'avais, c'était une histoire que je me racontais. Une belle illusion faite de charme et d'habitude partagée. Et quand j'ai arrêté de la raconter, la vérité s'est montrée. Et la vérité ? Elle m'a coûté tout ce que je pensais avoir, mais m'a donné ce qu'il fallait pour partir. Ça vaut plus que 5000. Ça vaut un nouveau départ. Partagez votre avis dans les commentaires. Lucas a-t-il vraiment aidé son ami ou a-t-il simplement nourri son ego ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.